Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 12 septembre 2021. Bienvenue à votre émission. Le décryptage, c'est justement la troisième émission avant la rentrée des programmes sur E-Télé. Et puis, justement, vous aurez droit à une version améliorée de nos programmes. Mais en attendant, nous sommes avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, pour le décryptage des faits marquants de l'actualité de la semaine. Et c'est avec bonheur que nous le retrouvons. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, cette semaine a été marquée bien évidemment par les obsèques de celles qu'on pleurait depuis le 25 juillet 2021. Il s'agit de Rosine Vieira Soglo. Justement, les obsèques ont eu lieu. Agapit Napoléon Maforican, on pourrait dire que ça a été fait de façon sobre, coronavirus aidant aussi. Oui, sobre coronavirus oblige plutôt, pas aidant. On aurait quand même voulu une liesse autour de cette dame qui, quoi qu'on puisse en penser et dire, demeure une immense dame, une immense béninoise dans l'histoire et restera sans doute encore longtemps comme une grande figure donc de notre histoire. Je dis quoi qu'on puisse en dire et en penser, puisque elle ne manque, c'est une dame qui a vécu, nous avons déjà dit beaucoup là-dessus. Tout à fait. Elle a vécu. Et lorsque vous avez vécu, lorsque vous avez été dans l'action, lorsque vous avez porté des idées, lorsque vous avez porté des idéaux, vous ne pouvez pas toujours être partagé, apprécié par tous. Elle a un caractère de chien, on peut le dire, mais elle a un cœur de brave de femme, un cœur d'humaniste. Et donc, ça aurait été normal, ça aurait été vraiment mieux s'il y eut une belle cérémonie avec, pourquoi pas, une liesse qui entoure, disons, la dépouille et juste la conduit à sa dernière demeure. Mais bon, les belles hommages, les hommages les plus mérités se font lorsque vous vivez. Elle est partie. Je pense que ce qui a été fait a été fait. Aujourd'hui, elle est dans l'immortalité, en tout cas des siens. Et puis elle est dans comme on le dit, dans une autre vie. Elle entame un autre voyage qui vous est et qui nous est inconnu. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, pour certains, il y a un goût d'inachevé, puisque elle n'a pas reçu véritablement les hommages de la nation. On a vu seulement à la messe d'enterrement des personnalités, quelques personnalités. Il me semble que l'Assemblée nationale lui a rendu hommage. Une délégation, donc, pour aller signer donc, le livre de condoléances. Il me semble, je pense qu'il y a des usages parlementaires. Donc, peut-être que c'est ce que la famille a voulu. Parce qu'il y a des usages parlementaires. Madame Vieira Soglo n'a pas assumé d'autres fonctions que celles parlementaires. Exactement. Donc, si hommage devrait avoir, ça ne peut qu'être l'hommage du Parlement. En dehors de cet hommage, il n'y en a pas d'autre. L'hommage non, elle n'en a pas droit du point de vue protocolaire. Vous savez, c'est pas à l'humeur que ça se joue. Ce n'est pas à la convenance. C'est plutôt, elle n'a aucune fonction officielle. Et la fonction officielle qu'elle a exercée, c'est celle de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas faire de la comparaison. Mais regardez, le décès du papa donc, de notre ministre des Finances. Ministre d'État, ministre des Finances, Nestor Wadaï. C'est le Conseil économique qui s'est réuni et qui a pris un certain nombre de décisions. Parce qu'il est le vice-président. C'est pas la République. Il était le vice-président. C'est pas la République. Et là, M. Wadaï est en fonction. Est toujours en fonction. Donc, il ne faut pas qu'on puisse, ne faisons pas d'amalgame. En la matière, Mme Vieira Soglo n'est plus en activité. Ça, c'est la première chose. La plus grosse, enfin, la seule fonction qu'elle a exercée au plan national, c'est la fonction donc de première dame, effectivement, qui n'était pas encore à l'époque consacrée. Mais réellement la fonction officielle, institutionnellement reconnue de parlementaire. Et donc, elle a reçu sans doute les hommages. Et si ça n'a pas été fait, c'est sûr que ça a été dans l'ordre de consentement avec la famille. Donc, du coup, en la matière, il y a peut-être meilleure voix que la mienne pour parler de cela. Mais il me semble que le programme des obsèques n'a pu être fait sans l'aval des parents. Et la preuve, tout a été fait à Vidolé, même la messe, même la célébration eucharistique qui devait consacrer son inhumation a été faite dans l'enceinte même donc de cette grande maison Vidolé, un centre qu'elle a construit, qui est devenu le siège
de l'ONG et ce qui a été qui a abrité ses bureaux pendant un bon bout de temps. Voilà. Donc, le siège de Vidolé a été plutôt mercredi, jeudi, vendredi et samedi l'endroit unique auquel les obsèques ont pu être consacrés. Et voilà, même on n'a pas pu voir la dépouille au domicile conjugal, par exemple. Et pourtant, ailleurs, ça aurait pu prendre par là. On n'a pas vu un périple aller à la maison parentale à Ouida, aller à la maison du couple à Cotonou. On n'a pas vu tout ça. Ailleurs, on voit surtout ce périphérique. Je pense que... Enfin, peut-être que c'est ce qu'a décidé. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Donc, il n'y a pas à créer une polémique. Je pense qu'on peut dire qu'elle a eu droit, au regard du contexte, à des obsèques qui étaient plutôt celles voulues par la famille. En tout cas, on a appris que le corps serait incinéré au Ghana. Est-ce que ça vous gênerait? Ça gênerait le consultant politique? C'est une affaire privée. Je pense que ça concerne la famille. Voilà. Et pour finir, Agapit Napoléon Maforican, beaucoup espéraient voir quand même Liali Soglo au Bénin. Enfin, si vous dites beaucoup, je ne sais pas si vous avez évalué ou si vous avez fait un sondage. Je pense qu'il y avait des curieux. Ce serait quand même une bonne nouvelle. Il y avait des curieux qui se demandaient ce que ferait Liadi. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses ici. Le mieux. Je pense que toutes les parties, peut-être qu'il a choisi la solution la plus simple. Ne pas y penser. Vous savez, la maman a décédé. Il s'est peut-être fait une raison. Je ne sais pas. Voilà. Beaucoup de personnes auraient peut-être pu agir autrement. D'autres auraient pu agir comme lui. C'est également son choix. Je ne sais pas, je ne suis pas d'aller dans les... Il ne m'appartient pas en tant que personnalité, personne extérieure à tout ça, d'aller chercher le pourquoi, du comment. J'ai toujours dit, et je le crois toujours, qu'il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours des moyens de régler toute situation. Et donc, on pourrait dire que c'était une occasion propice pour aller à cette solution politique dont vous parlez. Ce n'est pas à moi de dire si c'est propice ou pas. Les protagonistes savent ce qu'ils doivent faire et surtout ceux qui sont dans la position de demander. Je pense que le porte-parole du gouvernement a dit à un moment donné que chacun dit que qu'il est libre de venir chez lui. Voilà, donc il a dit, c'est quand même une voie autorisée, le porte-parole du gouvernement. Donc, si maintenant il n'y a pas eu une action, si rien n'a été fait dans ce sens, on ne peut pas non plus forcer, non plus pour dire, bon, viens, non, on ne peut pas non plus. Donc, du coup, en la matière, je n'ai pas appris, et je ne suis pas allé aux informations pour savoir s'il a fait une requête. Je n'ai pas appris, personne ne s'est plaint. Donc, du coup, pourquoi voulez-vous qu'on puisse... s'appesantir là-dessus. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, cette semaine, bien évidemment, comme souvent, tous les mercredis, il y a donc eu Conseil des ministres avec déjà la nomination de quelques membres de partis politiques se réclamant de la mouvance présidentielle, et nous avions commencé par évoquer cette question de restructuration, justement au niveau du paysage politique, notamment au niveau de la mouvance présidentielle. On parlait donc de Falilou Kadiri pour le PRD qui se retrouve vice grand chancelier, et puis justement André Okunlola qui est désormais donc nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie. Agapit Napoléon Maforican, l'opposition n'est pas restée également seule, ou du moins n'est pas restée statique justement à ce qu'on constate au niveau peut-être de la mouvance présidentielle. On pourrait dire que 2023 se prépare déjà. Oui. Et nous l'avions souhaité, nous l'avions dit qu'après la présidentielle, qu'on n'avait pas de répit et que 2023 devrait être lancé. Et qui parle de 2023 parle de 2026. Alors, on avait déjà relié ces dates. Donc, au niveau politique, vous ne pouvez pas aller dormir si vous êtes dans l'action et que vous envisagez vous maintenir dans l'action. Du coup, après, disons, les frémissements de départ, la formation du gouvernement, là, nous rentrons de plein pied dans les préparatifs. Donc, de plein pied dans les préparatifs de 2023. Et les jeux de coulisses ont commencé. Sans doute, ils vont déboucher sur une certaine reconstruction, une certaine restructuration, peut-être, ou une confirmation de la logique d'aujourd'hui. Alors, donc, moi, j'ose croire, enfin, je suis en train
disons, De lire, pour ne pas dire de pressentir au regard des actes, des acteurs, de ce qui se passe, des va-et-vient de certaines mutations, de certaines mobilités en cours, qu'il y a une sorte donc d'opération repêchage, sinon sauvetage de l'UDBN et des PRD. Pour ne parler que d'eux, parce qu'au niveau de Moël Béné également, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas. Donc, ces partis politiques de la majorité présidentielle qui n'ont pu soit participer aux élections ou à obtenir à eux seuls le seuil nécessaire pour pouvoir avoir voix au chapitre, notamment lors des élections communales, il me semble qu'ils se préparent dans les coulisses un certain nombre donc, de mécanismes, pour ne pas dire, se met en place un mécanisme sans doute peut-être de refonte ou bien donc de redistribution. De redistribution. Et comme je vous l'ai souvent dit, ça ne peut passer que par la disparition de ces partis. C'est exactement ça, la disparition des partis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rester comme ils sont. Soit ils disparaissent de deux manières, se fondre, demander aux militants de se fondre dans un parti politique, donc dissoudre ces partis, ou bien se retrouver ensemble avec d'autres forces et d'autres groupes et d'autres partis et d'autres mouvements et d'autres personnalités pour fonder un nouveau regroupement politique qui prendra donc la forme d'un parti politique au regard des textes actuels et qui pourrait également constituer un autre front. Et là, on sera alors en opposition, on aura alors trois grands fronts de la majorité présidentielle qui concurrenceraient en 2001, qui s'opposeraient ou bien iront à la quête des sièges en 2023. Donc voilà deux possibilités. Soit il y a une refonte dans l'UPBR, soit il y a un troisième bloc qui se crée au regard de tout ça. Mais à mon humble avis, un troisième bloc, ce sera un peu trop. En tout cas, ce qu'on constate, ou certains constatent que ce pouvoir de redistribution se concentre dans les mains du chef de l'État et ça gêne certains. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on a parlé de Falelou, Kaderi qui a été nommé, on a parlé donc d'André Okunlola. Cette redistribution est orchestrée par Patrice Talon, bien évidemment. Et ça pourrait gêner certains observateurs. Comme qui? C'est pas le lieu de donner, mais voilà. Non, les partis pourraient s'en charger. Non, attendez, il faut bien qu'on se comprenne. Les partis, il me semble que ce n'est pas les mêmes fonctions. Les partis peuvent se charger de quoi, par exemple? Ils avaient la latitude de se fondre. Ils avaient la latitude de choisir. Ils ont eu depuis 2018-2019 la possibilité de faire ce qu'ils doivent faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ne sont toujours pas convaincus. Donc le chef d'État non plus ne les force pas. La nomination de personnalités ne leur est pas imposée. Ils ne sont pas tenus d'aller. M. Okunlola n'est pas tenu d'aller en Russie. Et Falilou Akadi n'est pas tenu d'aller siéger à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin. Claudie Prudhomme n'est pas tenu de siéger à l'Institut de la femme. Mais il me semble que tout ce monde est demandeur. Et je suis sûr qu'au sein de ces partis, certains auraient bien voulu se retrouver à cette place-là. Donc du coup, on ne peut pas me dire que le chef d'État orchestre quelque chose. Il n'orchestre rien. Il est le chef de l'orchestre, peut-être. Donc, il coordonne, sans doute. Il harmonise, sans doute. Il gère, peut-être, la cohésion, sans doute. Mais il appartient à chacun de jouer sa musique. Est-ce qu'on peut forcer le PRD à disparaître? Ils ne l'ont pas encore dit qu'ils disparaîtraient. Qu'ils disparaîtront. Personne ne l'a dit. Au contraire, on nous taxe de tout. Non, quand vous évoquez cette question, parce que les gens ont l'impression qu'on est payé pour prédire la mort du parti. Il ne s'agit pas de payer pour prédire une mort. Il ne s'agit pas d'une mort du parti, il s'agit d'une mutation nécessaire pour avancer. Aucun parti, même quand vous regardez autour de nous, là même dans l'Hexagone qui nous sert donc de... Quand vous regardez aujourd'hui les partis, tous les partis subissent des mutations au regard des enjeux et au regard de l'évolution de l'actualité, de la vie politique et des circonstances. Donc, vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas de parti historique lorsque vous n'arrivez pas à mobiliser, à drainer l'électorat vers les urnes et à impacter les suffrages. Est-ce que ce n'est pas facile pour des partis comme l'UDBN, Moël Béné, qui sont plus jeunes, que des partis trentenaires comme le PRD?
C'est ça que je vous dis. Vous n'êtes pas parti historique tant que vous ne pouvez pas drainer du monde. Le Parti communiste français sert à quoi aujourd'hui? Le Parti communiste français ne sert à rien. Il ne traîne pas, il ne traîne personne. Le Parti communiste du Bénin, parti historique, parti de militants, parti d'intellectuels et de masse, parti de réflexion, parti qui forme, parti qui continue d'exister au niveau de son d'une certaine intelligence. Le Parti communiste du Bénin est l'un des plus structurés et organisés, et un parti ordonné du point de vue militantisme, organisation, structuration, fonctionnement. Ce parti a gagné quoi depuis? Ce parti impacte quoi depuis? Ce parti est où? C'est ça la question. Donc, en quoi il est historique s'il n'impacte rien? Les militants sont démobilisés, les cadres disparaissent. Ceux qui sont aujourd'hui au Parti communiste du Bénin, c'est des militants, c'est des gens qui ne sont mus par aucune nomination. C'est des gens qui se contentent de ce qu'ils sont. C'est des gens qui n'attendent plus rien de personne, ou qui n'ont jamais d'ailleurs rien attendu de personne, qui n'ont que de militer dans leur camp et peut-être d'aspirer à des responsabilités dans leur corps. Mais ils ne courent pas après les nominations. Ils n'aspirent pas à diriger peut-être quoi que ce soit. Ils attendent peut-être une certaine révolution et peut-être ça viendra en son temps. C'est des personnes tout de même, c'est un parti qui repose quand même de personnes très convaincues, et vous le dites si bien, vous le dites si bien. Mais pourquoi ne reçoit-il pas l'adhésion quand même, justement, d'un certain nombre de concitoyens? C'est ça la question. Donc du coup, il n'arrive pas encore à passer le message. Hein? Il n'arrive pas encore à passer le message. La politique, c'est d'abord les moyens. En fait, ensuite, je croyais que c'est ça que nous voulions tourner dos à ça. Non. Les moyens. Pour faire une tournée, il faut de l'argent. Je ne parle pas de corrompre les populations. Pour faire une tournée, vous n'allez quand même pas marcher de Cotonou à, je ne sais pas quoi, à Porte-Nouveau pour parler avec les militants. Il faut un véhicule. Il faut du carburant. Faire les 117 communes, ça a un coût. Rien que ça. Donc, on ne veut pas combattre les moyens. La preuve, il y a un seuil des dépenses qui est autorisé par la loi. Donc, politique, vous ne pouvez pas faire ça avec votre salaire. Ce n'est pas possible. Personne ne peut faire ça avec son salaire. Donc, il faut un financement. Alors, qui va assurer le financement? Normalement. Donc, il n'est pas interdit à un parti de recevoir des financements, mais vous devez le prouver. Le noter. Vous pouvez le faire savoir. Vous devrez avoir quand même, il y a une manière de gérer votre comptabilité qui est attendue donc au niveau des instances. Donc, ce qui se passe, pour ne pas focaliser sur le PCB, c'est que, donc, pour être un parti historique, il ne s'agit pas d'exister pendant 30 ans, 50 ans, 100 ans. Il s'agit encore de bien exister. Et exister pour un parti, c'est aller aux élections régulièrement et c'est gagner tout au moins. En tout cas, c'est siéger lors des instances. Or, le PCB, après avoir participé aux élections de 92, enfin, en tout cas, je sais que le PCB était aux législatives de 95 et a gagné même un ou deux sièges. Je sais que Noël Koussé-Koumba a siégé en 95 comme député et le président Soglo a même tenté une fusion avec ça, une alliance avec ce parti, ce qui a paru quand même bizarre. Parce que à l'époque, la politique, le président qui était décrié, c'était la politique libérale. Et ce parti est tout sauf libéral. Enfin, ça c'était une dégradation. C'est pour dire que depuis lors, depuis 1999, ce parti n'a plus été présent à quoi que ce soit, n'ayant pas les moyens, comme je le dis, la politique étant devenue une affaire non seulement de gros sous, et c'est ça qui est déploré, gros sous, mais quand même si on en arrive à la proportion de dépenses autorisées, c'est difficile pour un parti comme celui-là. Parce que ceux qui vous apportent l'argent ne sont pas toujours des gens vertueux. Je dis, ne sont pas toujours. Parfois, vous recevez l'argent. Surtout aujourd'hui, maintenant, où on demande de documenter, c'est plus facile. Mais jusqu'à 2016, personne ne vous demande d'où. Enfin, théoriquement, les gens essayent de se grouiller pour avoir les moyens pour aller aux élections. Et dans d'autres pays, dans d'autres démocraties libérales, c'est des lobbies qui financent les élections. Et une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez servir les intérêts de ces lobbies. La politique est tout sauf un jeu d'enfant. Et donc, à partir du moment où vous avez un deal avec des lobbies, vous êtes obligé d'honorer ce deal dans le respect, évidemment, des lois de la République. Or, quand vous prenez un parti comme le PCB, il n'est pas dans cette optique.
de dire c'est un parti de masse, c'est un parti qui a un certain nombre d'idées. Alors, revenons aux anciens partis. Oui. Le PRD, le Donc, DBN. le PRD, pendant un temps donné, a eu ses années de gloire. En 91, ce parti avait 6 députés, ensemble avec le PNDD de Hubert Baga. Donc 3 pour chacun. Et son président a été désigné président de l'Assemblée nationale. Par défaut. Parce que c'était maître Joseph Aholou Keke. Maître Joseph Keke, pas Aholou Keke, Adjillon Keke. Joseph Adjillon Keke. Maître Joseph Adjillon Keke. Et ils se sont entendus. Et donc la coalition autour du président Soglo a préféré maître Adrien Gwedji. En 1995, lors des législatives, ce parti a eu quand même 19 députés. Contre 21 pour la RB et 28 pour la RB alliée. C'est-à-dire que RB alliée faisait 28, le PRD faisait 19. C'était les deux gros scores. Après, on retrouve les 8, les 5. Donc, le PRD avait des députés dans tout le pays. Dans pratiquement les anciens départements avaient des députés dans 5 ou 6, dans 5 à 4 à 5 départements, pour ne pas dire dans les 6 départements. Je me rappelle, Djougou, Parakou, Barikwara, je sais pas, Mouno, Tchogodo, Rouemé, Atlantique, les Jou, ils étaient un peu partout. Ils étaient un peu partout. Et donc, s'il y avait un seuil de représentativité, ça allait marcher. Absolument. Le PRD n'aurait pas de problème. Ce serait la RB et le PRD. Pas plus à l'époque, en 99. En 99. Non, en 80, oui, en 95. En 99, le PRD avait une quinzaine de députés également. Et justement, c'est autour de ce PRD-là qu'a eu lieu la deuxième coalition contre Bruno Moussou, comme d'ailleurs ce fut le cas en 95. Donc en 99, c'était encore le PRD qui était au cœur donc, des regroupements pour le perchoir. Et Adrien Gwedji a gagné face à Moussou Bruno de manière étriquée avec l'apport donc, de l'opposition, de Chaka Lafia et autres, donc l'UDS. Voilà, l'alliance, c'était une alliance à Lafia, c'était une alliance à l'époque. Donc, c'est montrer comment le PRD a évolué. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là que le parti a commencé par dandiner, parce que la présidentielle de 2001, avec le refus du président de Soglo d'aller au second tour, le refus du président Adrien Gwedji de le suivre. Et on a eu droit à ce match amical. Adrien Gwedji, membre de la coalition en 96, coalition Mathieu Kérékou, qui quitte en 98, qui est opposé en 99, qui rejoint la coalition en 2002-2003. Bref, personne n'a compris un peu la position du PRD. Ça allait, ça venait tellement que ils ont perdu. Donc, lors des élections de 2003, lors des législatives de 2003, je pense que le PRD s'est retrouvé avec 11 députés, si je ne me trompe, et a tourné autour de 8, 11, jusqu'à aujourd'hui. Alors, 2003, la présidentielle de 2006, le PRD a perdu. Après, on est rentré dans une dynamique Union fait la nation. Et vous avez vu un peu pour la suite. Ça a donné, voilà. Alors, donc, c'est pour dire que, progressivement, le parti n'a pas su faire la mue. Le parti aurait pu, parce que, comme dit, c'est un parti qui est déjà solidement ancré dans une région. Il aurait pu travailler avec d'autres partis ancrés dans d'autres régions pour créer un grand groupe national, un grand parti national. Mais ça n'a pas pu. Je pense qu'il a manqué au leader du PRD, par exemple, l'humilité et la vision prospective pour travailler. Lorsque Séverin Adjovi demandait un regroupement à un moment donné, ça aurait pu pénétrer certains, notamment le leader du PRD, ça aurait pu les pénétrer pour pouvoir aller déjà à la quête des partis qui n'avaient pas de grandes envergures, mais qui avaient des personnalités charismatiques et créer une sorte donc d'osmose prospective. La création de l'Union fait la nation était une belle initiative. Mais quand vous regardez les pontes de l'Union fait la nation, c'était difficile. Parce que déjà, vous regardez le PRD, la RB, qui n'étaient pas des amis. Qui n'étaient pas des amis. Qui étaient seulement ensemble pour un intérêt exactement, de l'instant. Qui était combattre Boliaï. Alors que ce n'est pas sur les personnalités. La fusion à ce niveau-là devrait pas être. Quand il y a alliance, ça n'a pas le grand impact. Ça veut dire que dans une alliance, chacun peut reprendre sa liberté à tout instant, à tout moment. Il faut continuer d'exister. Non, il s'agit de bâtir de grands groupes. Et donc, cette idée n'a pas pu être concrétisée
par l'Union fait la nation. La preuve, une fois la présidentielle terminée, le PRD a repris sa liberté, et non seulement a repris sa liberté, mais est allé dans un réquisitoire virulent contre l'Union fait la nation. Et là... Donc, c'était pas faux non plus. Non. Ce qui avait été dit, c'était pas faux non plus. Moi, je ne suis pas là pour apprécier si c'est vrai ou c'est faux, mais ce fait que la logique de regroupement a manqué, a échoué, et il a fallu l'arrivée de Patrice Talon pour qu'aujourd'hui, ça soit une réalité. Donc, du coup, et le PRD avait la main pour également gagner. Parce que vous avez parlé du parti. Pour prendre en fait le lead. Même sous le président Patrice Talon, on ne peut pas dire que le président n'a pas offert au PRD la latitude donc de se retrouver sur un chemin d'avoir une sorte de voie d'or vers un regroupement qui aurait pu l'aider. Notamment, un regroupement autour de PRD-ABT était envisagé par exemple. Deux grands fronts qui étaient d'ailleurs en collusion déjà en 2011 face à Boni Yahi, qui auraient pu maintenir le contact et continuer aujourd'hui le chemin, maintenant en s'associant, en adhérant d'autres, comme l'UDBN et autres. Ils ont échoué également dans ces négociations. Et donc, on s'est retrouvé avec ces partis-là qui pensaient qu'ils peuvent vivre seuls. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Il faut qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils ne peuvent pas vivre seuls au regard de nouveaux contextes. Donc, il ne leur reste que deux. Mais quand on se réfère quand même aux propos, et même il y a quelques mois, du président Adrien Ouéhi, le PRD s'est sorti la tête de l'eau après quelques tempêtes. Il a bien signifié et il disait que justement nous ne disposions pas de ministres, de députés, de maires, de ceci, mais nous allons pouvoir nous relever. Vous savez, quand vous écoutez... C'est l'expérience quand même qui parle. Quand vous écoutez Adrien Ouéhi parler, vous avez le porte-novien qui est sur une tribune du stade Charles de Gaulle et qui crie Adjatia Oni Badjela, mais après il va dormir à Cotonou. Et il est à la plage le week-end. Et bon, il fait un tour à Porto-Novo pour aller acheter à Kassa ou aller manger le rampété à Djara. Et après, il retourne à Porto-Novo dormir et il retourne à Cotonou dormir. Donc c'est ça, Adjatia Oni Badjela. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu fais pour rétablir la ville. C'est qu'est-ce que tu fais pour que le parti soit un parti d'envergure. Il ne s'agit pas de faire des incantations. Personne n'a souhaité qu'un parti chute. Personne n'a souhaité ça. Je vous dis, vous avez beau aimer un parti ou ne pas l'aimer. Comme je vous ai dit, le PCB existe dans la forme, en tout cas que, malgré tout, les convaincus sont encore là, ils travaillent autour. La flamme, moi je reçois la flamme dans ma boîte toutes les semaines. Donc, cette revue est toujours publiée. Et porte la conviction des membres du PCB. Alors moi, je tombe de respect, je suis d'admiration, je suis tout respectueux devant une telle logique de tel parti. Je n'en suis pas membre et je ne suis pas prêt d'en être membre. Et des jeunes sont constamment formés à l'idéologie du parti. Très bien. Alors, mais cela dit, lorsque vous êtes porteur d'un idéal politique, on ne tient pas un parti comme on tient un musée. Un parti a une dynamique. Donc, il ne faut pas dire les gens n'ont pas espéré, on ne nous attendait pas. Mais ça, c'est pas un discours. On ne nous attendait pas, c'est un truc de guerre, ça. On se regarde comme tout faire le tonnerre, ou bien les guerres de Guézo et de Théagba, ou bien de Toufa, je ne sais pas combien. Donc, les deux batailles comme en ces années de royauté. Non, on n'est plus là. On n'est plus là. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir les yeux. Il faut aller. La conquête politique est une stratégie. Ça doit partir d'une stratégie. Et la stratégie doit d'abord s'inspirer des expériences passées et des réalités du moment. Or, quand moi j'écoute les leaders, notamment celui du PRD, le président Adrien Ouéhi, on a l'impression qu'il n'a pas adapté le temps d'aujourd'hui. Moi, je dis toujours, le Adrien Ouéhi, je peux lui trouver plein de qualités. Et il en a sur le plan politique. C'est un homme de paix, on peut le dire. On l'a dit d'ailleurs une fois ici, on l'a déjà dit, c'est pas la peine de revenir. Mais après, sur le plan en tant qu'homme politique, il n'a pas une vision prospective. Je suis désolé, il n'a pas une vision prospective de développement. Il a une vision plutôt autarcique. Du coup,
le parti est resté une partie enfermée sur son leader et ses très proches. Lui peut avoir, lui en tant que leader, peut avoir une vision prospective et que les autres membres ou les militants du parti n'épousent pas cette vision, Agapit Napoléon Maforika. La locomotive suit les wagons. Les wagons, Parce que les justement, wagons suivent la locomotive. vous avez quand même suivi ces militants qui sont jaloux d'abord de leur logo, qui sont jaloux d'un certain nombre de composants de leur parti et qui ne voudraient pas fondre tout ceci ou noyer tout ceci dans un autre parti. Combien vous voyez? Est-ce qu'il y a eu un référendum interne au parti? Est-ce qu'il y a eu une consultation directe? Vous avez vu les suffrages des militants? Vous l'avez entendu? Lorsqu'il s'agit de soutenir Zinsou en 2016, est-ce que le parti a écouté les militants? C'est la direction du parti qui a pris la décision. Donc, moi, ce qui s'est passé en juillet 2018, si je ne me trompe, en juillet 2018, oui. En juillet 2018. C'est ça, non? Ou 2019. Les législatives de 2019 ont eu lieu en avril. 28 avril. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en juillet 2018, lorsque le parti s'est retrouvé à Avrancourt, il me semble que c'est juillet 2018, on a parlé de logo. On n'a pas intéressé. Ça, c'est l'échec de la direction du parti. C'est l'échec de l'ouverture du parti. C'est la vision, c'est l'échec de la vision prospective face à celle autarcique. Un enfermement, un protectionnisme politique suicidaire. On ne peut pas faire une lecture autre. Après, oui, vous avez beau aimer Adrien Mbedi, mais on peut aller s'incliner devant le personnage qu'il est, la personnalité immense qu'il est. Je ne dénie rien à son autorité, à sa personnalité. Après, il n'est pas un visionnaire politique. Il n'est pas un visionnaire politique. Donc, du coup, il a conduit progressivement le parti. Lorsque j'ai vu Falilou Adebo, Akadiri et les siens danser ou esquisser des pas, en tout cas presque content, pour avoir reçu leur récépissé ou bien quoi, à la Sénat de dépôt de... Je me dis, mais attends, on doit plus être là. Ce parti est trop sérieux et a fait du chemin pour encore en être là. Ils n'étaient pas les seuls. Ils n'étaient pas les seuls à gagner. Et c'est là qu'il faut saluer. Hein, quand vous voyez deux dinosaures, Bruno Amoussou et sa vision prospective. Quand vous regardez, c'est que pendant longtemps, on les a mis comme des protagonistes. Mais Bruno, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez que Bruno Amoussou a démontré progressivement. Lui, il vient, le PSD n'a pas eu l'envergure du PRD. Mais aujourd'hui, Bruno Amoussou est un leader important de l'Union progressiste. C'est le patron de l'UP. Un patron, quand il dit patron, c'est le patron. En dehors du Patrice Talon, étant chef de l'État et gouvernant le pays, le vrai patron, le patron, l'administrateur réel du parti aujourd'hui, c'est Bruno Amoussou. Ça veut dire quoi? Lorsque l'analyste regarde les deux situations, on ne peut pas ne pas saluer cette vision de Bruno Amoussou face à la position cette vision de Bruno Amoussou d'ouverture et qui a toujours été dans la logique de regroupement. L'ADEMA en 95-96, l'Union fait la nation après, et donc aujourd'hui l'UP. Donc on sent que lorsque vous avez une vision politique prospective, vous ne pouvez pas vous enfermer sur vous-même. Vous devez aller constamment vers les idéaux de regroupement pour être plus fort. Or, l'État de dire on ne nous attendait pas là, on veut notre logo, nous sommes jaloux. C'est ça du Adjaction Onibadje. Quand tu dis ça, ça ne te suffit pas pour vous faire une ville. Quand tu dis Adjaction Onibadje, c'est que le samedi, le samedi, tu te retrouves pour balayer la cour, pour balayer le dehors. On ne verse pas les déchets sur la rue, sur la place publique. Vous savez, le maire Bernard Dossou, qui est maire PRD, le tout premier maire de Porto-Novo, ce qui était bizarre, c'est que il y a eu une image qui a fait le tour. À l'époque, il était maire, et justement, il était en tournée dans la ville. Et pas loin de là où il parlait, il y avait les détritus, il était dépassé. Vous ne pouvez pas crier, faire des choses comme ça. Mais c'est ça l'image même. Donc, de l'échec d'un parti comme le PRD, qui est resté quand même le parti de la ville, et même si on n'est pas dans c'est le parti qui a dominé, le parti dominant
dans l'OME. C'est le parti dominant à Porto-Novo. C'est le parti qui est resté. Les Porto-Novo ont toujours voté PRD. Mais la ville n'a pas reçu, n'a réellement jamais reçu du PRD ce qu'elle mérite. Je ne fais pas le procès, mais je constate. C'est pour vous dire simplement que il s'offre aujourd'hui à ce parti une possibilité aux jeunes militants, à tous ceux qui sont convaincus aujourd'hui dans cette dynamique au niveau du PRD, il leur a offert la possibilité d'intégrer de nouvelles dynamiques avant les législatives de 2023. Sinon, le parti disparaîtra tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais Dengbeji aborde la 80e. Donc ce n'est plus un fringant monsieur qui va continuer à régenter le parti. Voilà, son numéro 2 s'en va. Quelles que soient les réformes qui vont s'opérer au niveau de ce parti, je ne vois pas. À côté, on est au gouvernement. Si on le prend comme le patron, certains vont partir. Si on prend d'autres comme le président, comme les patrons. Donc aujourd'hui... Il y a tout de même Charlemagne Renfort qui est là. Si on le prend, c'est sûr qu'il n'est pas, lui non plus, partagé par tout le monde également. Parce que le leader n'a pas fabriqué nécessairement de manière progressive, disons, la succession, comme on le dit. Et ce parti ne peut même plus aller à la succession, parce que c'est un parti patrimoine. Les partis patrimoine n'ont pas d'avenir. Voilà aussi péremptoire. Je suis désolé, je sais que bon, ça va aller dans tous les sens, mais nous sommes là pour analyser. La même dynamique au niveau de l'UDBN. La même dynamique. L'UDBN n'a pas l'aura du PRD, l'UDBN n'a pas l'histoire du PRD, d'accord. Mais il y a la personnalité charismatique de Claudine Prudencio qui a tellement gouverné ce parti qu'aujourd'hui, ce parti ne peut pas survivre sans Claudine Prudencio. C'est pas de l'incantation. C'est pas non plus... C'est pas possible. C'est comme je vous dis, un parti patrimoine ne peut pas exister sans son parrain, sans son leader charismatique. Alors donc, c'est comme pourtant, elle a décidé de s'effacer. Napoléon et après, elle s'est effacée. Et le mois après, ce n'est pas de sa faute si Sylvie Deschacus n'a pas su relever les défis. En un mois. Tout à fait. Vous avez vu, un enfant peut croître en un mois, peut devenir majeur, enfin, peut se prendre en charge en un mois. En un mois, on peut savoir de quoi est capable telle personne. Non, nous ne l'aurons pas. Personne ne peut en un mois déjà montrer ses limites ou ses compétences, surtout dans la direction d'une organisation politique comme l'UDBN, qui a appartenu depuis sa naissance à son président fondateur patrimoine, disons son PDG, son géniteur, son patron, son truc. Personne. Je dis que ce n'est pas que la personnalité de Claudine Prudencio qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'individu, c'est l'homme. Quand c'est votre patrimoine, vous ne pouvez pas vous le laisser difficilement à un autre. Donc, je continue de le penser. Alors, Sylvie, pour moi, c'est anecdotique. Elle n'a jamais été présidente de ce parti, puisque, à mon avis, un mois ne peut pas suffire pour juger quelqu'un ou de pas juger. Il y a un certain nombre de mécanismes. Quel était le deal avant? Quel était le cahier des charges avant? Quelles étaient ensuite les voies de recours? Il n'y a pas... Les mises en garde. Dans ce parti, il n'y a pas quand même de mécanisme. Quand même. Ah, bon, je vois mal, vous allez mal nous entendre, et qu'en 2 semaines, on soit déjà aussi divisé que, bon voilà, 2 semaines après, bon donc un mois après, non, ça fait pagaille. Ça a fait pagaille à ce niveau-là. Aujourd'hui, où est le parti? Le parti n'a pas de direction. Il y a un comité qui dirige. Il y a un comité transitoire. Mais quand même, écoutez, un parti politique est trop sérieux pour qu'on laisse un comité transitoire le diriger. Donc du coup, pour qu'on soit là où on est... Transitoire, c'est transitoire. On y réfléchit. On réfléchit en attendant. Écoutez, Robert, oui. Parce qu'il faut qu'on soit... il faut qu'on soit cohérent. Parce que, moi, je trouve que simplement que la transition est bien faite. Claudine Prudencio à l'Institut de la femme, c'est bien. Elle le mérite, elle est bien à sa place. Il me semble maintenant que le parti a la latitude maintenant de se fondre dans un de ces regroupements ou de contribuer à un regroupement. Le PRD est là, lui il est là. Le BR les attend peut-être, ou alors ils constitueront un autre front avec d'autres groupes, d'autres mouvements, d'autres personnalités. Je le dis le BR parce que quand vous regardez la carte politique, Okunala s'en va, il y a eu quelques démissions, l'autre Abimbalé est parti, d'autres partis. Ce parti encore de là. Les gens, il y a de la place encore dans ce parti pour les gens, des personnalités comme celle du PRD, celle de l'UDBN. Mais il y a un risque. Et d'ailleurs. Il y a un risque aujourd'hui, Agapit Napoléon Mafaoukan, si vous étiez aux premières heures, vous
pouvez avoir les premiers rôles à jouer. Mais quand vous venez finalement, c'est-à-dire que après avoir cherché partout et vous n'avez pas trouvé, vous venez vers nous. On vous donne les derniers rôles. Non, c'est pas évident, parce que vous avez trouvé votre place. Vous savez, la politique, c'est le terrain. Il est clair que l'UDBN a une partie du terrain national. Madame Corruption ne disparaît pas. Même si elle n'est pas aux premières loges, elle est là. Elle a des zones qui lui sont connues. C'est pour ça que je dis, normalement, la réforme aurait dû être actée depuis longtemps. Parce qu'on connaît qui est dans quelle zone, normalement. On a créé une illusion de partis politiques pendant longtemps. Parce que ces partis étaient des partis régionaux ou des partis locaux. Donc tout le monde savait ça. Le champ de la RB était connu quand Dakar quittait le pouvoir. Le champ du PRD était connu. Le champ de MADEP était connu. Le champ du PSD était connu. Le champ de Phare Lafia était connu. Et ainsi de suite. Donc, ces champs-là auraient pu... Donc, en se regroupant, vous savez déjà globalement ce que vous avez. Alors, lorsque certains... Quand vous regardez la cartographie aujourd'hui, le BR n'a pas d'assises réellement à Porto-Novo. Je dis réellement d'assises à Porto-Novo. Parce que les leaders qui sont BR à Porto-Novo ne sont pas ceux charismatiques connus par les Porto-Noviens. Non. Ce n'est pas pour eux que les Porto-Noviens votent. Les Porto-Noviens votent pour le PRD. Les Porto-Noviens votent pour le PRD. Et ça, aujourd'hui, la ville est dirigée par l'UP par défaut. Quand vous regardez la cartographie politique, lors des élections communales, ce n'est pas la dynamique qui doit diriger Porto-Novo qui est en place. Mais justement, le parti ayant fait un mauvais casting, s'est retrouvé incapable d'avoir le seuil, d'atteindre le seuil, et donc la ville est dirigée par défaut. Voilà la réalité. Sur le plan officiel, ceux qui sont là sont à leur place. Mais sur le plan politique, ce n'est pas à leur place. C'est connu. Donc, il n'y a pas un PAD, les personnalités du PAD dans le BR aujourd'hui, mais il n'y a rien de... Imaginez la voix de Adrien Mbedji dans le BR, c'est une voix c'est une forte voix. C'est une forte voix. Adrien Mbedji, je vous l'ai dit. On a beau tout dire, mais Adrien Mbedji reste Adrien Mbedji. Il n'y a rien à dire là-dessus. Corinne Prudential, même si elle n'apparaît pas aujourd'hui, lorsque des personnalités de ce parti vont dire l'UDBN est dissous, nous demandons à tous les cadres de se fondre dans le BR par exemple, et tout le monde y va, et il y a eu une grande rencontre politique, vous allez voir, il y a des militants qui sont drainés par là tant que le parti occupe le terrain. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas des cuits-d'âme. Ce dont nous parlons, ce n'est pas des cuits-d'âme. C'est des personnalités qui ont déjà le terrain et qui ont été toujours présentes sur le terrain et qui, ensemble, peuvent impacter, mais individuellement ne peuvent pas avoir, disons... C'est ça, quand nous parlons de la réforme du système partisan, l'avantage de qu'est-ce que je dis? L'attente ou l'enjeu? Non. Le succès. Quand on dit que la réforme du système partisan est un succès, je voudrais toujours dire que c'est un processus. Mais au moins, on peut déjà se satisfaire. Les bases sont solides en la matière. Parce que le seuil de représentativité rien sexuelle constitue un élément qui peut déjà décourager. Lorsque vous allez à 1, 2, 3, participer à 1, 2, 3 consultations électorales, vous saurez qui vous êtes. Et là, vous hésitez ou vous disparaissez. C'est important. Donc, l'équation pour ces partis n'est plus beaucoup à faire. Et je pense que le chef de l'État les a aidés déjà en casant certaines de leurs personnalités. Et donc, ce n'est pas lui qui a la manœuvre. C'est plutôt, il est lui dans son rôle à lui. Il les laisse eux aller dans leur. Donc si les autres, si eux ne se décident pas, ça fait leur problème. Et vous allez voir, ils ne peuvent pas faire autre chose que faire ça, à moins qu'ils décident de périr. En tout cas, eux, ils ont décidé de ne pas périr puisqu'ils se retrouvent au travers donc de cadres dénommés cadres de concertation de l'opposition. Et puis, c'est sous la conduite, ce cadre voudrait être mis en place sous la conduite du chef de file de l'opposition, Paul Onkpé, qui quand même élargit un peu ses entretiens avec les responsables des différents partis politiques se réclamant de l'opposition béninoise. Agapit Napoléon Maforican, bientôt un cadre de concertation pour l'opposition, 2023 aussi. Écoutez, là également, mon analyse est demeure la même. Il n'est pas un cadre ou pas un cadre, là n'est pas le vrai problème. Ça, c'est l'outil
pour le chef de file de l'opposition, ça. Là, ce n'est pas les élections. Le cadre de concertation de l'opposition, c'est l'outil de travail du chef de file. Il se donne une personnalité. On voit Paul Nkpa à la manœuvre. Tous ceux qui ont médit de lui au départ doivent se rendre compte qu'il a ses idées et qu'il a sa stratégie et qu'il avance. Il avance peut-être à son rythme à lui, mais il avance quand même. Donc on peut saluer quand même cette démarche. Moi je trouve que, et dès le début je l'ai dit d'ailleurs, il communique mal sans doute, mais il gère son agenda. Il gère son agenda, il gère son calendrier, il avance. Et donc je ne suis pas de ceux qui pensaient quand les gens le traitaient enfin, dans tous le black bullet sur les réseaux sociaux et autres. Moi je ne pense pas tout que c'est quelqu'un qui a été maire de chez lui, ministre de la République, député, c'est pas un bouffon, c'est tout sauf un bouffon. Et à cette place, il démontre qu'il a un agenda, qu'il a une stratégie. Après, cette stratégie, pourquoi faire? Exactement. C'est la question. C'est pourquoi faire? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'heure des regroupements est terminée. Donc, vous avez beau faire cadre de concertation. Parce qu'il n'aura plus, il n'y a plus d'alliance. Voilà. Donc, vous avez beau faire cadre de concertation. À quelle fin? Voilà. Donc, si la concertation, c'est peut-être de porter des idéaux pour changer, par exemple, la question de vaccination, on peut bien entendre les leaders d'opposition demander à leurs militants d'aller se vacciner. Ça, par exemple, à tel endroit, demander tel comportement citoyen. Dire, ok, par rapport à telle approche de loi, nous ne sommes pas d'accord avec telle loi, mais nous voilà l'orientation que nous donnons. Ça, c'est des positions qu'on attend de l'opposition. Des positions qu'on attend de l'opposition. Si vous vous désengagez, enfin, si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez montrer peut-être la voie que vous aurez souhaité. Ce qu'on n'a jamais. D'habitude, les gens disent on est non, on est contre, on est pour, mais ils ne donnent jamais l'orientation. Je pense qu'un cas de concertation de l'opposition peut aboutir à cela. Qu'on entende l'opposition peut-être d'une seule voix sur les grandes questions nationales. Mais après, pour les élections, chacun va en son nom. Et la question de savoir s'il y a de la place pour plusieurs partis d'opposition. Effectivement. C'est non. Effectivement. Et non. On pourrait dire que l'opposition, ce n'est pas aussi exclu. C'est vrai que nous avons eu le parti FCBE qui nous a quand même montré qu'il reste un parti quand même sur toute l'étendue du territoire national qui a son ancrage puisque a recueilli des performances, des résultats, des scores. Agapit Napoléon Mafolka, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait un grand bloc de l'opposition comme à la hauteur de l'UP, à la hauteur... On peut toujours nous surprendre. Pourquoi pas? Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et donc, si c'est dans sa forme actuelle, c'est exactement, je dis, l'analyse est la même que pour la majorité présidentielle. Si c'est dans sa forme actuelle, un cas de concertation, ce n'est pas un parti politique. Donc chacun demeure chacun. Et là, en dehors de prendre position sur les grandes questions nationales, d'actualité et autres, ce qu'on attend encore, c'est que chacun demeurera chacun. Lors des élections, ça n'a pas d'impact. Le cas de concertation, on va dire voter pour chacun. Quand on dit voter pour chacun, alors à quoi ça est le cas de concertation? Et le cas de concertation, on ne peut pas dire voter pour tel parti politique, alors que vous êtes d'un autre parti politique. Ça pose un problème. Pourquoi vous ne... Donc, j'attends de voir. Sans doute, ils ont leur stratégie. Sans doute, ils ont leur logique. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais à l'étape actuelle, l'opposition a mieux à faire réellement. Le cas de concertation, c'est un outil aux mains du chef de file de l'opposition. Donc, ça lui permet quand même de ne pas être seul à avancer et d'écouter les autres. Ça, moi, je salue l'initiative, mais politiquement, ça ne apporte, sur le plan électoral, sur le plan donc des urnes, ce n'est pas quelque chose d'impactant. Ça, c'est important. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais il dit que ces conséquences de 2023 sont minimes. Son impact, l'impact est marginal. Et donc, il faut autre stratégie pour l'opposition si elle a envie vraiment d'être présente dans la prochaine législature de l'Assemblée nationale. Et surtout de disposer de marge pour les parrainages. L'attribution de sièges. En vue de la présidentielle de 2026. Très bien. Agapit Napoléon Mafolka, avant de vous laisser partir, hier c'était le 11 septembre. 11 septembre 2021, cela fait 20 ans que nous avons suivi ces événements qui se sont déroulés aux États-Unis.
20 ans après. Oui, disons, je suis sûr que beaucoup de confrères avec lesquels nous étions en formation au siège de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin ce lundi 11 septembre 2001, je rappelle encore, je pense à mon jeune confrère Dr Yassine Ouignon avec qui je partageais le bureau de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin que je dirigeais à l'époque, qui criait président, président, il y a attentat. La télévision était allumée dans la rédaction du quotidien Le Progrès. Et donc, nous partageons un bureau dans le même immeuble. Enfin, nous étions dans le même immeuble. Le Progrès avait son siège, nous avions le siège de l'Union. Et donc, nous étions en formation avec Jérôme Carlos, qui était le coordonnateur de cette formation. J'étais le président de l'Union qui organisait cette formation. Et donc, je fais une entrée dans la salle donc, de conférence de la rédaction du quotidien Le Progrès. Et c'est là que j'ai assisté au deuxième avion. Enfin, j'ai vu l'image du deuxième avion qui transperçait la tour. J'ai pris du temps pour comprendre. Je croyais que c'était un film. J'ai dit, mais pourquoi toi tu cries alors que devant un film? J'ai dit, non, c'est pas un film, c'est un attentat. Je tic, je regarde et je vois LC2 qui était en break news. Donc, et là, édition spéciale, j'ai compris que des choses de graves se passaient. Nous avons stoppé la formation pour aller nous regrouper autour donc, de la télévision. Ça fait 20 ans. Le temps passe si vite. Alors, 20 ans après, donc les confrères, comme je vous l'ai dit, je pense à Jérôme Carlos déjà, qui était le coordonnateur de cette formation. Il y a tous les autres amis. Gérard Goyon, docteur aujourd'hui en sociologie, directeur de l'événement précis. Beaucoup de personnalités aujourd'hui. Franck Kenevor, expert en décentralisation et gouvernance aujourd'hui, qui encore sont nombreux, Septime Toli, les chargés de mission, qui encore beaucoup de personnes. Mais docteur Ouignon aussi, qui est aujourd'hui maître assistant à l'université d'Abomey-Calavi, voilà. Donc nous étions tous là, on a vécu ça ensemble. 20 ans après, qu'est-ce qu'il faut en garder? Je dois dire que on peut dire vraiment tout ça pour ça. Pour moi, rien n'a changé. Les leaders du monde n'ont pas réussi à percevoir le message qui était derrière. Le monde s'est radicalisé. On a tout compliqué. On est passé au scanner, on passe l'individu au scanner lorsqu'il doit voyager. Tout c'est compliqué. Mais il me semble qu'on n'a pas encore trouvé vraiment la clé de la clé. Le monde est encore compartimenté. Le retour des talibans en pouvoir en Afghanistan, c'était la situation de départ de cette situation. Enfin, c'était le point de départ, entre autres, de cette situation. 20 ans après, on revient presque à la case départ. On a tué Salam Ben Laden. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup d'autres. On tue X, Y existe, on tue Z, des attentats qui sont généralisés. On a multiplié les radars, les caméras, tout ce. Et pourtant. Donc je pense que moi j'en appelle à un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre politique mondial. Il faut refondre l'ONU. Il faut régionaliser la question politique. Il faut tenir compte des intérêts des groupes régionaux autant dans le monde. Il faut écouter plus les ensembles régionaux. Il faut écouter plus. Il faut analyser la disparité entre le nord et le sud. Il y a trop de disparités entre le nord et le sud. Il faut voir les groupes ethniques, les groupes islamiques, enfin, les groupes religieux qui font des revendications. Il faut peut-être les écouter. Il faut faire beaucoup de la médiation. Je pense qu'on n'a pas toujours utilisé cette arme de la médiation. Il faut l'utiliser. Il faut l'expérimenter. Il faut au niveau mondial faire plutôt faire l'option de cet outil que de la violence, de la confrontation. Et des résolutions des Nations Unies qui ne sont jamais pratiquement appliquées par qui que ce soit. Regardez parce que quelqu'un doit mettre son droit de veto. Regardez la situation de la Guinée. On a dit on suspend. Ça n'empêche pas la CEDEAO d'envoyer une mission là-bas. On va continuer de négocier et on va finir par faire ce qu'ils font d'habitude. Ça ressemble à un cinéma. Ça a du folklore. Donc le monde doit prendre connaissance. Il faut vraiment un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre politique qui doit se débarrasser donc, de tout ce qui avait été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est terminée. La crise de Covid nous plonge dans, je ne sais pas, une énième guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième,
Mais nous sommes à une énième guerre mondiale après la Deuxième Guerre mondiale. Et celle-là est plus redoutable. Il faut un regroupe, il faut une nouvelle manière de penser et d'analyser les phénomènes mondiaux. Sinon, je pense que nous n'avons pas encore touché le fond. Je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais je suis lecteur, j'analyse les situations et je pense que si on ne fait pas attention, le monde va vers la déroute. Je ne le souhaite pas pour les générations à venir. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé. Vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication. Merci de nous avoir gratifié de vos analyses sur des sujets qu'on évoquait avec vous. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin donc de votre émission, le décryptage de la semaine.